Cette histoire débute en 1983. Nous plongeons ainsi dans un monde à l'envers, un royaume de ténèbres enfoui sous terre, noyé dans une brume noire. Au milieu de ce cauchemar, Will se cache dans le Fort Byers. Il chante, une petite voix pour calmer sa peur. Soudain, un cri terrifiant déchire le silence. C'est le Démogorgon. Le monstre pulvérise les parois du fort. Will s'enfuit, désespéré. Il grimpe à un arbre. Le Démogorgon le suit. Will vacille. Son sac à dos se coince à une branche, le retenant au-dessus du vide. Mais le poids est trop lourd. La branche cède. Inconscient, Will est traîné jusqu'à Vecna. Son repère est une vision d'horreur, tapissée de veines humaines, vivantes et palpitantes. Vecna piège le garçon dans cet entrelac de chair, lui enfonce une tentacule dans la gorge et injecte son essence noire. Il murmure, l'attente est terminée, le jeu commence. 4 ans plus tard, chez Mike, sa petite sœur Holly dresse la table. Par la fenêtre, elle voit quelqu'un, une silhouette, une ombre. Elle lui dit « Bonjour ». Et soudain, l'agitation reprend dans la maison. Tout le monde arrive pour le petit déjeuner. L'ombre s'est volatilisée. On comprend que la famille de Will et Joyce vit désormais ici. La ville est à l'agonie. Tout le monde tremble pour l'avenir. Mike part pour l'école. Hawkins n'est plus une ville, c'est une forteresse. Des postes militaires à chaque coin de rue. Des soldats armés jusqu'aux dents. L'immense faille au sol a été comblée par de la terre et scellée par d'énormes plaques de métal. En apparence, le danger est écarté. Les enfants jouent même dessus. Mais dès que les soldats les voient, ils les chassent. La menace plane toujours. À la radio, on annonce que la ville tombe malade. Bientôt, la zone sera en quarantaine. Ce sont Robin et Steve qui gèrent l'émission. Soudain, la radio déraille. L'ambiance au lycée est électrique. Dustin porte fièrement son t-shirt du Hellfire Club. Mike le supplie d'arrêter, mais Dustin est têtu. Il ne suivra pas leurs règles. Il n'oubliera jamais ses amis disparus. Will l'observe en silence, et dans ses yeux, on devine une peur indicible. Dans les couloirs, les murs sont couverts d'avis de recherche pour Eleven. La police et l'armée veulent la capturer. Pour eux, elle n'est pas une héroïne, c'est la coupable, celle qui a ouvert les portes de l'enfer. On retrouve enfin Eleven. Elle a perdu ses pouvoirs. Elle vit recluse dans une cabane au fond des bois. Sa vie est un calvaire. Elle s'entraîne jour et nuit pour retrouver sa télékinésie. Elle essaie de déplacer des objets par la pensée, mais son nez saigne. Ses pouvoirs sont capricieux. Elle explose de rage. Hopper et Joyce restent à ses côtés, la soutenant dans cette épreuve. Pendant ce temps, Steve et Jonathan réparent l'antenne radio. Un marine de la base militaire leur rend visite en secret. Il apporte des armes et des informations cruciales venues du monde à l'envers. Quelque chose d'énorme se prépare là-bas. Il faut agir. Dès que le portail s'ouvrira, ils devront s'y engouffrer pour débusquer Vecna. Pour lancer l'opération, Robin raconte une histoire codée à la radio. Les jeunes décryptent les indices et se mettent au travail. Hopper a creusé un tunnel sous un bus secret. Un quartier général clandestin a été installé dans le studio radio. Hopper et Joyce descendront dans les profondeurs. Les autres assureront le soutien depuis la surface. Leur plan? Suivre les convois militaires dans le monde à l'envers pour localiser Vecna. Beaucoup pensent qu'il est mort, mais Jonathan les avertit. Vecna a envoyé un signal mental à Nancy. Il est vivant. Il veut raser la ville. Nancy est terrifiée. Elle ne veut pas rater sa chance de l'éliminer. Soudain, Will est pris de vertige. Il le sent. Un portail s'ouvre quelque part. À l'école de Holly, les enfants jouent, mais la petite fille parle seule. Son enseignante s'inquiète. Holly parle à cette même ombre rencontrée chez elle. Mike vient la chercher et l'interroge. Holly lui confie « Mon ami m'aide. Quand j'ai peur, il vient vers moi. » Mike est troublé. Il lui dit que les monstres n'existent pas, que ce n'est qu'une peur de l'esprit qu'il faut braver. Il lui donne un personnage de dessin animé pour qu'elle s'imagine forte. Dans un laboratoire secret, des scientifiques mènent des expériences atroces sur des créatures venues de l'abîme. Ils exigent qu'on leur livre Eleven, à n'importe quel prix.
Un sergent est terrifié par une créature enfermée dans un bocal. Le scientifique se moque. « N'ayez pas peur, elle ne mord pas, mais elle pourrait vous étrangler. » On réalise alors que cette installation n'est pas sur Terre, mais directement dans le monde à l'envers. Dans notre monde, Hopper et Joyce s'apprêtent à franchir le seuil. Eleven veut les suivre, mais Hopper refuse catégoriquement. Eleven fulmine. Joyce tente d'intervenir. « Pourquoi l'écarter ainsi? C'est ma fille !» réplique Hopper. Il sait qu'elle est la clé, mais il refuse de l'envoyer au casse-pipe. Il ne veut pas qu'elle soit capturée avant la fin de la mission. Tout le monde se réunit à la station radio. Mike rassure Eleven, qui est sous une pression immense. Dustin manque à l'appel. Will propose de le remplacer, mais on l'écarte. Il se sent faible, inutile. Hopper descend dans le tunnel. À la surface, les militaires ouvrent le portail à coups de lance-flammes. Alors que les camions s'enfoncent dans le gouffre, Hopper et Joyce s'accrochent au véhicule et pénètrent dans l'enfer. Le signal s'affole. Soudain, les camions s'entrechoquent. C'est le chaos. Joyce hurle son rapport. Les soldats ne comprennent rien. Will, resté en haut, entend une voix. Il voit le Démogorgon massacrer les militaires. Et sous ses yeux, le chauffeur du camion de Joyce se fait égorger. À cet instant précis, Will s'effondre, inconscient. Dans le monde à l'envers, le cauchemar qu'il redoutait devient réalité. Tous les soldats ont disparu. Hopper, piégé dans les profondeurs, tente désespérément de contacter la surface. Mais seul le silence lui répond. Quand Will reprend ses esprits, il est pétrifié. Il hurle à Nancy. Le Démogorgon arrive. Il vient pour la famille. Nancy panique. Elle court vers sa maison, le cœur battant. Mais il est déjà trop tard. Chez elle, dans la chambre de la petite Holly, l'horreur commence. Les jouets se mettent à sonner tout seuls. Une lueur rouge sang envahit la pièce. Et là, le portail se déchire. Le Démogorgon surgit de l'ombre. Holly est paralysée par la terreur. Le monstre la projette violemment au sol. La fillette parvient à s'échapper et se jette dans les bras de sa mère. Elle hurle qu'un monstre est là, mais sa mère ne la croit pas. Elle pense que c'est encore son imagination. Puis, elle sent quelque chose de chaud, du sang sur la tête de sa fille. Elle comprend alors. Holly disait la vérité. Soudain, les lumières vacillent. Le Démogorgon pulvérise la porte de la salle de bain. Personne. Holly et sa mère sont cachés, invisibles, protégés par la mousse. En bas, le père entend du bruit. Il monte voir. Le monstre l'entend et se jette sur lui. Nancy arrive enfin avec Jonathan. La scène est atroce. Sa mère est blessée, au sol. Elle s'est défendue comme une lionne, brisant une bouteille pour attaquer la bête. Son père, lui, gît inconscient. Mais le pire reste à venir. Une voix s'élève depuis le portail qui se referme. C'est Holly. Elle est de l'autre côté. Eleven n'hésite pas une seconde. Elle plonge dans le portail juste avant qu'il ne disparaisse. Les blessés sont transportés d'urgence à l'hôpital. À l'hôpital, l'ambiance est lourde. Nancy s'en veut. Elle regrette de ne pas avoir mis ses parents à l'abri. Elle se souvient des visions de Vecna. Il m'a montré qu'il tuerait tout le monde. Mais un de ses amis l'interrompt. Vecna est impitoyable, il aurait dû les achever. S'il a enlevé Holly et laissé les parents en vie, c'est qu'il a un plan bien plus sombre. C'est une coïncidence terrifiante. Holly a été enlevée exactement à la même date que Will, des années plus tôt. Will a été l'instrument de Vecna pour semer le chaos. Et maintenant, il compte utiliser Holly pour terminer le travail. Le seul espoir, Eleven est avec elle. Elle est la seule capable de la sauver. Pendant ce temps, le sergent arrive sur les lieux de l'attaque. Il fouille tout. Il est obsédé par Eleven. Pour lui, ce n'est pas une protectrice. C'est elle le vrai monstre, le cerveau derrière tout ce massacre. Il ordonne à ses hommes de la traquer sans relâche. Dans le monde à l'envers, Eleven cherche désespérément Holly. Elle hurle son nom dans le vide et tombe soudainement sur Hopper. Elle lui explique l'horreur, l'attaque chez Nancy, le rapt de Holly. Ils doivent la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. À la station radio, Will est au bord de la crise de nerfs. Sa mère s'inquiète. « Qu'est-ce que tu ressens ?» Sa réponse fait froid dans le dos. Il sent une connexion profonde. Vecna lui parle. Sa mère ne comprend pas. Il pensait avoir brisé ce lien en Californie. Mais Robin a une théorie. Will est comme une antenne. Plus il est proche de Hawkins, plus le signal du monde à l'envers devient puissant en lui. Ce lien n'a jamais été rompu. Will comprend alors qu'il peut utiliser ce signal pour localiser Holly. Il veut redescendre là-bas. Mais sa mère refuse catégoriquement. Elle veut le protéger. Pour Will, c'est l'insulte de trop.
Il en a assez qu'on le traite comme un être faible. Dans les ténèbres du monde à l'envers, Hopper gronde Eleven. Il s'en veut qu'elle soit revenue dans cet enfer. Mais Eleven explose de colère. Le monde est attaqué, Holly est en danger de mort, et lui, il ne pense qu'à elle. Elle sait que Holly est avec Vecna aujourd'hui. Hopper est perdu. Quel est le lien entre cette petite fille et le maître des ténèbres? Personne n'a encore la réponse. Retour dans notre monde. Lucas est au chevet de Max, toujours dans le coma. Il lui raconte tout, espérant un signe, un mouvement. Mais le silence persiste. À l'hôpital, Mike et Nancy font une découverte troublante. Mike se rappelle que Holly parlait à un ami imaginaire qui l'aidait. Cet ami l'avait prévenu que des monstres viendraient la chercher. Ce n'était pas un jeu d'enfant. C'était un avertissement. Ils se souviennent d'un nom. Monsieur Walsett. Qui est-ce? Personne ne le sait. Nancy veut interroger sa mère en soins intensifs, mais l'accès est interdit. Elle demande à Mike de faire diversion pour s'introduire dans la chambre. À la radio, Robin s'approche de Will en secret. Elle croit en lui. Elle sait qu'il peut trouver Holly. Elle lui propose un plan dangereux, très dangereux. Will n'hésite pas. Il n'a plus peur. Il est prêt à tout. Pendant ce temps, l'armée a repéré Eleven. Les photos arrivent sur le bureau du scientifique en chef. Il est hors de lui. Il ne veut pas de photos. Il veut Eleven, morte ou vive. Dans le monde à l'envers, Eleven remarque que Hopper ralentit. Il est blessé. En le soignant, elle découvre la vérité. Hopper n'a pas peur des monstres. Il a une peur bien plus humaine qu'il finit par lui avouer. Hopper finit par se confier. Sa voix tremble. Avant Eleven, il avait une fille, Sarah. Le cancer l'a emportée. Elle était courageuse. Elle n'avait pas peur de la mort. Mais Hopper, lui, a été brisé. Et aujourd'hui, sa plus grande peur, c'est de perdre Eleven de la même façon. L'émotion est palpable, mais elle est brutalement coupée par un hurlement. Le Démogorgon est proche. Il fonce vers le cri. En pleine forêt, Will et Robin courent. Will suit des signaux invisibles, des ondes qui le brûlent. Il est convaincu que là où le signal est le plus fort, Vecna et Holly se cachent juste en dessous, dans les profondeurs. Ils arrivent devant un cercle de pierres étranges. Soudain, un souvenir percute Will. Des rires d'enfants, des rires de victimes. Il se précipite à l'école, devant la balançoire où Holly a disparu. C'est là qu'elle l'a vu. Un homme avec un long manteau, une visière et un chronomètre. Son nom, Henry. À l'hôpital, la mère de Nancy confirme cette vision. Will réalise alors une chose terrifiante. Tout ce qu'il voit. Il le voit à travers les yeux de Holly. Il est connecté à elle. Il vit son calvaire en temps réel. Dans le monde à l'envers, Eleven arrive devant un mur organique, une paroi de chair et de veine. Elle trouve une chaussure, celle de Holly. La petite est juste derrière. Elle le sait. Eleven déchaîne sa puissance pour briser le mur, mais la chair se régénère instantanément. C'est sans fin. Hopper l'arrête. Leurs réserves de nourriture sont presque épuisées. S'ils gaspillent toute leur énergie sur ce mur, ils n'auront plus rien pour combattre quand il le faudra. Pendant ce temps, l'armée passe à l'offensive. Ils diffusent une fréquence spéciale à travers tout le monde à l'envers. Une onde sonore conçue pour paralyser l'esprit d'Eleven. Au petit matin, Joyce retrouve enfin Will et Robin. Elle explose de colère. Elle pense que Robin met son fils en danger. Mais Will ne se laisse plus faire. « Pourquoi tu me crois si faible ?» Il lui révèle l'horreur. Il est entré dans l'esprit de Vecna. Ce n'est pas seulement Holly qui est en danger. Vecna veut créer une armée de victimes, une armée d'enfants. Le cycle recommence déjà. À l'école, un petit garçon nommé Derek commence à voir Henry. L'homme au manteau est là, invisible pour tous, sauf pour sa proie. On découvre alors Holly. Elle est avec Henry, dans une maison qui semble normale, presque chaleureuse. Henry lui promet de ramener son camarade Derek pour qu'ils s'amusent ensemble. Holly hésite. Elle n'aime pas Derek. Henry sourit froidement. « S'il t'embête, je le donnerai au monstre. » Il quitte la maison en lui interdisant d'aller dans la forêt. Holly trouve une poupée Barbie dans la boîte aux lettres. Elle sourit, sans savoir que dans l'ombre des bois, quelque chose l'observe. Soudain, l'armée encercle la cachette de Hopper et Eleven. Eleven est terrassée par la machine à fréquence. Elle hurle de douleur. Les soldats approchent. Ils trouvent leurs outils. Ils savent qu'ils sont là. Hopper n'a plus le choix. Pour sauver sa fille, il ouvre le feu. Il vide ses chargeurs, mais ils sont trop nombreux. En dernier recours, il dégoupille 2 grenades et utilise sa toute dernière balle pour pulvériser la machine infernale. Le silence revient, puis la fureur. Eleven se relève. Ses yeux sont injectés de sang.
D'un seul geste de la main, elle massacre l'unité de soldats. De retour à la station radio, le groupe fait le point. Will est formel. Vecna manipule les enfants en se faisant passer pour un ami bienveillant. Henry est son déguisement. La prochaine cible, c'est Derek. Il faut le sauver. Le plan est risqué. Il décide de kidnapper l'enfant pour le soustraire à l'influence du monstre. Dustin doute, mais Mike a une autre idée, encore plus folle. Le but, attirer un démogorgon, se battre contre lui et lui coller un traceur GPS. Quand la bête retournera auprès de son maître, elle les conduira directement à Vecna. Pendant ce temps, dans le monde à l'envers, Holly semble vivre un rêve. Elle porte de nouvelles robes, fait des gâteaux, s'amuse. Elle est heureuse. Mais dans cet enfer, le bonheur est la plus dangereuse des illusions. Soudain, la sonnette retentit, derrière la porte, et personne, juste une lettre déposée là. C'est Henry, ou plutôt Vecna, qui s'adresse directement à Holly. Il a besoin d'elle. Il lui donne une carte et un point de rendez-vous. La petite n'hésite pas. Elle s'enfonce seule dans le noir. Dans le monde à l'envers, le sergent découvre le massacre. Ses hommes ont été décimés par Eleven. Fou de rage, il ordonne une traque totale. Pendant ce temps, Eleven et Hopper reprennent leur souffle dans une cachette. Elle est formelle. Il y a quelque chose derrière ce mur organique. Elle veut interroger un soldat capturé. 20 minutes, c'est tout ce qu'il lui faut pour briser son esprit et arracher la vérité. À Hawkins, le groupe lance 2 opérations de la dernière chance. Premier objectif, retrouver Holly. Deuxième objectif, kidnapper Derek pour s'en servir d'appât. Pour rentrer chez lui, Robin et Will volent des somnifères puissants à l'hôpital. De son côté, Nancy prépare une arme secrète, des balles équipées de microtraceurs GPS. Elle fait un test. La balle percute la cible, le signal est stable. Ils sont prêts. Le plan de l'interrogatoire commence. Eleven plonge dans les souvenirs du soldat. Elle découvre alors l'impensable, une base militaire secrète, cachée à l'intérieur même du monde à l'envers. Elle sent une présence monstrueuse derrière une porte blindée. Sa conclusion fait froid dans le dos. Vecna n'est peut être pas seulement le maître de cet enfer, il est peut être prisonnier des humains. Pendant que Holly s'enfonce dans la forêt interdite, le groupe passe à l'action chez Derek. Ils piègent une tarte avec les somnifères. La famille s'écroule l'un après l'autre. La sœur de Derek résiste, une injection rapide, et elle tombe à son tour. Ils transforment la maison en véritable camp de la mort pour le démogorgon. Tapis piégé, trous dans le plancher, clous, essence. Le piège est tendu. Dans le silence pesant avant l'attaque, Joyce se confie à Will. Elle avoue sa peur viscérale, celle qui la rend étouffante. Elle n'a jamais oublié les 8 heures où il avait disparu la première fois à cause de son inattention. Elle ne se le pardonnera jamais. Soudain, les lumières grésillent. Il est là. Le démogorgon surgit dans la pièce. Lucas l'attire vers le centre. Un bloc de bois truffé de clous s'abat sur la créature. La bête hurle, fonce sur Lucas et s'effondre dans le trou caché sous le tapis. Lucas ne lui laisse aucune chance et lui fracasse la main à coups de marteau. Il balance de l'essence, le feu prend. Terrifié, le monstre ouvre un portail pour fuir. À l'autre bout du monde, Holly arrive enfin sur une colline désolée. Elle appelle Henry. Une silhouette sort de l'ombre, mais ce n'est pas lui, c'est une fille. C'est Max. Son corps est dans le coma à l'hôpital, mais son âme est piégée ici, dans l'abîme, depuis tout ce temps. À la ferme, Derek se réveille en hurlant. Il traite Will de « garçon zombie ». Joyce tente de le calmer, de lui expliquer que M. Walsett est un monstre qui veut le dévorer. Derek s'enfuit en courant, mais le démogorgon revient à la charge. Joyce frappe à coups de hache, mais la bête est trop forte. C'est Steve qui sauve la mise. Il déboule avec sa voiture et percute le monstre de plein fouet. Nancy ajuste son tir. La balle traceur se plante dans la chair de la créature. Le monstre saute dans son portail. Le groupe n'hésite pas. Ils accélèrent et s'engouffrent avec lui dans la faille juste avant qu'elle ne se referme. Ils sont de retour dans l'enfer. Le traceur fonctionne. Mais Will, connecté à l'esprit de Vecna, voit une vision d'horreur absolue. Des dizaines d'enfants sont déjà là, emprisonnés dans les veines de Vecna, des tentacules dans la bouche. Et le pire arrive. À Hawkins, l'armée débarque en force. Ils entrent dans chaque maison pour rafler tous les enfants de la ville. Le véritable cauchemar ne fait que commencer. L'armée rafle tous les enfants d'Hawkins. Est-ce pour les protéger ou pour les livrer en pâture à un savant fou? Dans le monde réel,
Will peint ses visions de cauchemar. Ses pinceaux tremblent. Lucas et ses compagnons débarquent avec une nouvelle terrifiante. Les militaires ne sont pas les seuls à traquer les gamins. Quelqu'un ou quelque chose d'autre veut les exploiter. Le scientifique caché au cœur du monde à l'envers a été informé des disparitions. Pour lui, le coupable est tout trouvé. C'est Eleven. Il en est convaincu. Elle kidnappe les enfants pour les massacrer un par un. Son second, Remy, tente de protester contre ce traitement inhumain. Mais il est brutalement réduit au silence par le savant. Ne me donne pas de leçons. Sous la terre, Max et Holly se font face. Holly est sous le choc. Max, sa voisine plongée dans le coma? Je suis ici, tout comme toi, lui souffle Max. Elle l'entraîne dans sa maison et lui révèle la vérité brute. La lettre n'était pas d'Henry. C'était un piège cruel. Henry n'est pas un ami, c'est un monstre. Elles ne sont pas dans une maison chaleureuse, mais dans un souvenir, une prison mentale sinistre façonnée par Vecna pour son propre plaisir. La réalité est bien plus sombre que ce décor de rêve. L'équipe de Will le sait. Les enfants capturés par l'armée courent à leur perte. Ils doivent agir, et vite. Les otages ont déjà atteint la base militaire. Pour s'infiltrer sans être détectés, ils ont besoin d'une ombre, d'un infiltré. Eleven et Hopper sont déjà sur place, dans le monde à l'envers, juste devant la base militaire où Eleven sent la présence de Vecna. Hopper s'interroge, l'esprit en feu. Comment est-ce possible? Vecna serait-il prisonnier? Et s'il a perdu ses pouvoirs, comment continue-t-il de semer le chaos et de kidnapper des enfants à l'extérieur? Soudain, leur radio crachote dans le silence de mort. Des signaux. Ce sont les autres. Dustin appelle à l'aide. Leur véhicule est englué contre une paroi organique, un mur visqueux et vivant. Hopper leur ordonne de couper immédiatement. Les ondes ne sont pas sûres ici, elles attirent les prédateurs. Éteignez tout. On arrive vous chercher. Max raconte son calvaire à Holly. Elle se souvient de l'ouverture du portail, de la ville déchirée en deux par le gouffre. Elle s'était réveillée dans une salle arc-en-ciel, en 1959, un saut de 30 ans dans le passé. Elle a erré à travers le temps, ouvrant des portes sur des époques différentes, cherchant une issue avant de réaliser l'horrible réalité. Elle n'a jamais bougé. Elle est enfermée à l'intérieur même de l'esprit d'Henry. À Hawkins, le plan de sauvetage désespéré est lancé. Derek, le nouveau, se présente aux portes de la base militaire. Les soldats le braquent, mais il joue la comédie du petit garçon perdu. « Je suis seul. Vous avez pris tous les enfants de la ville, mais je suis resté là. » Les militaires tombent dans le panneau et le font entrer. Une fois dans les toilettes, Derek sort son téléphone caché. Joyce lui donne les instructions de survie. « Parle aux enfants. Trouve tous ceux qui ont vu Monsieur Walsett. On arrive. » Dans l'abîme, Eleven doit pénétrer dans la base. C'est une mission impossible, à moins d'utiliser la fureur des cieux. Elle attend les éclairs qui déchirent le ciel noir. À chaque flash, elle bondit. Invisible dans la lumière aveuglante, elle finit par s'infiltrer. Pendant ce temps, Derek tente d'alerter les autres gamins du danger, mais personne ne l'écoute. Il pense qu'il est fou. Seule une petite fille, qui connaît elle aussi l'ombre de Monsieur Walsett, accepte de le suivre dans l'ombre. Dans les sanitaires de la base, Mike et Derek se parlent en secret. Mike a un éclair de génie. Derek, tu peux entrer dans l'esprit de Vecna. Et si tu y arrives, tu pourras contrôler les démogorgons tout comme lui le fait. C'est leur seule arme. Max se confie à nouveau, la voix brisée par les larmes et la solitude. Elle a failli sortir. Elle a senti ses amis. Elle a même senti le contact physique de Lucas quand il a joué sa chanson préférée. Le portail était là, devant elle, immense. Mais la musique s'est arrêtée trop tôt. Le portail s'est pulvérisé sous ses yeux, emportant tout espoir de retour. Depuis ce jour maudit, elle n'a plus essayé de fuir. Elle pleure, puis des bruits de pas résonnent. Elle renvoie Holly dans la maison pour que Henry ne soupçonne rien. Mais maintenant que tu es là, Holly, j'ai à nouveau une raison de me battre. On va sortir d'ici. Le sauvetage final commence. Derek a réuni tous les enfants marqués par Vecna dans les sanitaires de la base. L'équipe de Joyce s'est infiltrée en secret sous le bâtiment. Lucas défonce le plancher depuis le tunnel creusé dans le noir absolu. Un par un, les enfants disparaissent dans le trou, fuyant cet enfer militaire pour s'enfoncer dans les profondeurs de la terre. Dans le monde à l'envers, Eleven et Hopper atteignent enfin la cellule blindée de Vecna. Eleven tente de briser la porte avec toute sa rage, mais la paroi résiste à sa puissance. Un médecin approche. Dans un mouvement fluide, il lui vole son badge d'accès.
Hopper dégaine son arme et lui colle le canon sur la tempe. La vérité est là, juste derrière cette porte interdite. Même la carte d'accès ne suffit pas. La porte reste close. Eleven sent la rage monter, mais soudain, le piège se referme. Le dispositif de fréquence s'active à nouveau. Ses forces l'abandonnent. Elle s'écroule. Les soldats se jettent sur elle. Elle se bat avec l'énergie du désespoir jusqu'à ce que le scientifique s'approche. Le nez d'Eleven saigne. Il la regarde, calme, terrifiant. « Je t'ai cherché si longtemps, et enfin, je te tiens. » Eleven le défie du regard. « Je sais ce que vous cachez derrière cette porte. Vous n'y arriverez jamais. » Pendant ce temps, Hopper est en plein enfer. Il massacre les soldats un par un. Mais un agent des forces spéciales le prend à revers. Il bascule dans un conteneur, et là, une créature surgit de l'ombre. Elle attrape Hopper à la gorge. Elle serre. Elle l'étrangle. Le scientifique arrive et regarde Hopper agoniser. « Ne bouge pas. Plus tu luttes, plus tu souffres. » Pour le savant, la vie de Hopper ne vaut rien. À la surface, c'est la panique totale. L'évacuation des enfants est en cours, mais une fuite d'eau menace d'inonder le tunnel. L'eau monte, un enfant glisse. Des officiers approchent. Derek sait que si les soldats entrent, tout est fini. Il court, se jette devant la porte et la bloque de tout son poids. Il est leur seul rempart. Dans les profondeurs du monde à l'envers, le docteur torture Hopper. Elle baisse la température du conteneur. La créature devient plus forte, plus féroce. Elle broie les os de Hopper. « Réponds à mes questions sur Eleven, et je te sauve, » murmure-t-elle. Elle joue avec la chaleur pour lui donner un instant de répit, puis recommence. Hopper reste muet. Eleven, privée de ses pouvoirs, n'a plus qu'une solution. Elle saisit une paire de ciseaux et poignarde le docteur dans le dos. La lutte est sauvage. Hopper profite de la distraction, se libère du monstre et braque son arme sur le docteur. Un coup violent, et le savant tombe dans l'inconscience. Mais l'armée a déjà découvert le tunnel. À l'intérieur, Eleven est à bout de force, blessé. Hopper, lui, tend une boussole et des armes. « Va retrouver Dustin », lui dit-il. Eleven baisse les yeux et voit l'horreur. Hopper porte une ceinture d'explosifs. Elle s'effondre. Elle comprend. « Je donnerai ma vie pour toi », lui souffle-t-il, « mais je ne risquerai jamais la tienne. Tu es tout ce que j'ai. » Un dernier baiser déchirant. Et il s'enfonce dans les ténèbres. À Hawkins, les militaires capturent l'équipe de Joyce. 5 enfants manquent à l'appel. Joyce hurle que les enfants sont en danger, mais le sergent ne veut rien entendre. Nous les avons pris pour les protéger. À cet instant, Will est pris de visions atroces. Sa santé décline brusquement. Les lumières de la base se mettent à clignoter frénétiquement. Ils sont là où tout a commencé, là où la première faille a explosé. Soudain, le sol se déchire à nouveau. Un démogorgon surgit. Les soldats ouvrent le feu, mais ce n'est que le début. Des portails s'ouvrent partout. Une armée de monstres envahit la base. C'est une boucherie. Les balles sifflent. Les cris déchirent la nuit. Mike tente de protéger les siens, mais quand Vecna apparaît, et la terreur le paralyse. De l'autre côté, derrière la grande porte, Eleven et Hopper découvrent la vérité. Ce n'est pas Vecna qui était enfermée là. C'est une autre fille. Une fille comme Eleven, une arme que le scientifique gardait en cage depuis des années. Vecna revient sur Terre. Il voit son armée de monstres fauchés par les humains. Sa fureur est sans limite. D'une seule impulsion psychique, il ressuscite tous les démogorgons. Les camions de secours sont renversés. Lucas se bat à la hache contre une bête affamée. Vecna utilise alors toute sa puissance pour attirer Will à lui. Joyce essaie de s'interposer, mais Vecna la projette au loin comme un fétu de paille. Il plaque sa main sur le visage de Will. Il fouille son esprit et il voit la cachette des autres enfants. En un instant, Vecna fait disparaître tous les petits captifs. Il murmure à Will. « Tu sais pourquoi je chasse les enfants? Ils sont si faciles à briser. Tu étais le premier, Will. C'est grâce à toi que ma force a été multipliée par 100. C'est toi qui m'as montré ce dont j'étais capable. » Vecna rejette Will dans la réalité alors que le portail se referme. Les démogorgons se jettent sur les survivants. Mike et les autres sont condamnés. Mais dans un dernier souffle, Will se souvient. Il se souvient de la force de ses amis, des paroles de Mike. S'il peut entrer dans l'esprit de Vecna, il peut tout contrôler. Ses yeux virent au blanc pur. La puissance explose en lui. Soudain, tous les démogorgons se figent dans les airs. Will lève la main. On entend des craquements sinistres. Il brise les membres des monstres, un par un,
par la seule force de sa pensée, exactement comme Vecna le faisait avec ses victimes. Le sang coule de son nez. Joyce et ses amis regardent, horrifiés et fascinés par ce pouvoir immense. Mais Will n'a pas de joie dans le regard. Il a vu la fin. Il sait ce que Vecna prépare. Dans l'abîme, le rituel a commencé. Les enfants sont piégés dans les veines vivantes, les tentacules dans la gorge. Vecna injecte son essence noire dans leur corps. Derek et les autres ouvrent les yeux. Ils ne sont plus eux-mêmes. L'apocalypse est en marche. Henry, ou plutôt Vecna, fait face aux enfants. Il les emmène chez lui, là où Holly les attend déjà. Il joue le sauveur, le protecteur. Il leur ment droit dans les yeux. Les monstres allaient vous dévorer, je suis arrivé juste à temps. Il leur interdit la forêt. Il leur raconte que l'ombre ne plane pas seulement sur Hawkins, mais sur le monde entier, et qu'il a trouvé la solution. Un monde sans monstres, pur, lumineux. Et pour amener cette lumière ici, il a besoin d'eux. Il veut faire d'eux ses héros pour mieux les briser. Pendant ce temps, les militaires pénètrent dans la chambre secrète. Eleven y retrouve sa sœur, Callie. Celle-ci subit des expériences atroces et supplie Eleven de s'enfuir. Quand la scientifique en chef arrive, la pièce semble vide. Elle s'approche de Callie, remarque un mouvement de doigt suspect, elle la touche. Et Callie se volatilise. Ce n'était qu'une illusion, un tour de passe-passe mental. La vraie Callie s'est déjà évadée avec Eleven et Hopper. À la surface, les amis de Lucas volent à son secours. Ils lui annoncent la grande nouvelle. Les pouvoirs de Will se sont enfin éveillés. Tout le monde pense qu'il est devenu aussi puissant qu'Eleven, mais Will les calme tout de suite. Ses pouvoirs sont différents, sombres. Il peut entrer dans l'esprit de Vecna, mais seulement si le monstre est proche. Joyce prend son fils dans ses bras, les larmes aux yeux. « Pardonne-moi, Will, je t'ai cru faible. » Vecna a fait la même erreur, et c'est cette erreur qui va le perdre. Pour la première fois, Will ne se sent plus comme une victime. Il se sent comme un guerrier. Hopper, Eleven et Callie atteignent le mur organique. Les voitures sont là, abandonnées, mais leurs amis ont disparu. Ils se sont repliés vers l'église. Dans la maison de l'horreur, Holly retrouve Max en cachette. Max l'avait prévenu. Ne bouge pas tant qu'Henry est là. Mais Holly est terrifiée. Elle a compris le plan d'Henry. Il ne veut pas sauver le monde. Il veut l'anéantir demain. C'est leur dernière chance. Elles doivent fuir. Soudain, une ombre surgit derrière elles. C'est Derek. Il a tout entendu, mais contre toute attente, il sourit. « Je sais tout. Je suis l'ami de Dustin et Lucas. » Il propose de faire diversion pendant qu'elle s'échappe. À la station radio, le conseil de guerre est réuni. Joyce veut que Will infiltre l'esprit de Vecna pour le détruire de l'intérieur. Mais comment le localiser? Erika veut appeler le prof de science pour fabriquer un radar. Mais Lucas a une idée bien plus glauque. Les particules du monde à l'envers réagissent à la chaleur. Ils ont des cadavres de démogorgons à la pelle. Le plan? Congeler les corps des monstres pour les connecter de force au Mind Flayer, une antenne vivante, faite de chair morte. Pendant ce temps, Nancy et Jonathan découvrent une scène de cauchemar. Une zone entière où tout fond. Le fer, le plastique, le bois. Tout se liquéfie dans une chaleur surnaturelle. Eleven interroge Callie. « Aide-nous à tuer Henry, et tout ça s'arrêtera. » Callie éclate d'un rire amer. « Réveille-toi, Eleven. La guerre n'est pas seulement contre Vecna. Elle est contre les nôtres. » Elle lui raconte son passé sanglant. Les scientifiques ne voulaient pas seulement ses pouvoirs. Ils voulaient son sang. Ils l'ont vidé, jour après jour, pour injecter son sérum à des femmes enceintes. Elle a vu les salles. Elle a vu les couveuses. Il crée une armée de bébés modifiés avec son ADN. Eleven blêmit. Elle comprend enfin la vérité sur sa propre naissance. Elle a été créée à partir du sang d'Henry. Elle est sa progéniture, son héritière malgré elle. La forêt gronde. Holly et Max trouvent une porte dérobée au milieu des arbres. Elles l'ouvrent et des hurlements de monstres déchirent la nuit. Le temps est écoulé. Le mal est déjà là. Max et Holly s'enfoncent dans les profondeurs de l'esprit d'Henry. Max lui révèle une vérité glaçante. Tout ce qu'elle voit, ce sont ses propres souvenirs, colonisés par le monstre. Henry les traquait depuis bien plus longtemps qu'elle ne l'imaginait. Elle se téléporte d'un souvenir à l'autre, de la bibliothèque aux recoins les plus sombres de leur passé. Pendant ce temps, dans le monde à l'envers, Steve et Dustin s'introduisent dans une église en ruine. Dans une pièce dérobée, ils découvrent une carte mystérieuse épinglée au mur, une carte dont ils ne saisissent pas encore l'importance capitale. Ailleurs, l'horreur continue pour Nancy et Jonathan. Ils errent dans un paysage de cauchemar où tout semble avoir fondu.
le fer, le bois, et même les gens. Des corps sont là, figés dans la matière fondue, témoins silencieux d'une agonie atroce. Le face-à-face entre Eleven et Callie se poursuit. Eleven pensait que les enfants créés étaient les héritiers d'Henry, mais Callie la détrompe. Le sang d'Henry ne fonctionne pas sur eux. Ces enfants ne sont que des échecs aux yeux de Vecna. C'est pour cela qu'il la traque. Elle, Eleven. Callie est désormais persuadée d'une chose, il n'y aura pas de fin heureuse. Le seul moyen de briser cette boucle de souffrance et d'empêcher la création d'autres monstres, c'est de mourir. La tension monte dans le repère d'Henry. Il interroge brutalement Derek à propos de la carte que Max lui a donnée. Le garçon résiste, tente de mentir. Mais Henry n'a aucune pitié. Dans un accès de rage, il tord la réalité et lui montre une vision d'horreur. Sa propre mère, morte, les yeux arrachés. « Dis-moi la vérité, ou ta famille subira le même sort. » Max et Holly continuent leur traversée des souvenirs. Elles arrivent à l'école. Un détail cloche. Le centre de la balançoire est gris, alors qu'il devrait être jaune. C'est une faille. Elles brisent la structure et découvrent un passage vers un souvenir terrifiant. Celui de l'attaque du Démogorgon chez Holly. La petite tremble de peur, mais Max la pousse en avant. Elles doivent affronter cette horreur pour trouver la sortie. Dans le monde réel, le groupe passe à l'offensive technologique. Ils ont transporté le cadavre du Démogorgon au sommet de la tour radio. L'idée est folle. Injecter un courant de 300 watts dans la chair morte de la créature. Dès que Robin actionne le levier, le monstre tressaille. Il revient à la vie et se connecte instantanément au Mind Flayer. Will sent le signal exploser dans son crâne. Il voit tout. Il est dans les yeux de Derek. Il cherche Holly, mais elle n'est pas là. Will aperçoit enfin Max et Holly dans l'esprit de Vecna. Elles sont sur le point d'entrer dans un nouveau souvenir, mais la porte se referme brusquement. Henry surgit. Il se transforme en Vecna, saisit Max à la gorge et commence à l'étrangler. À l'hôpital, dans notre monde, les moniteurs cardiaques de Max s'affolent. Elle est en train de mourir. Will n'hésite pas. Il utilise sa connexion pour prendre le contrôle du corps de Vecna. Il affaiblit le monstre, libérant Max de son étreinte. Par la bouche de Vecna, il leur hurle « Fuyez! Partez vite !» Les deux filles s'échappent de justesse. Henry, fou de rage de s'être fait posséder par Will, déchaîne sa volonté pour reprendre le contrôle de son esprit. Le choc est tel que dans le monde réel, Will s'écroule, inconscient. Pendant ce temps, Dustin déchiffre les documents de recherche trouvés dans l'église. Nancy et Jonathan, eux, atteignent un point où des éclairs bleus déchirent le ciel. Ils pensent avoir trouvé le générateur du bouclier, celui qui maintient le mur de veine. Ils s'apprêtent à tirer pour tout détruire. Dustin, réalisant l'horreur à travers la radio, tente de les arrêter. Les signaux sont brouillés. Nancy ajuste sa mire. Elle tire. Dustin se précipite, hurlant de toutes ses forces. « Ne tirez pas. Ce n'est pas un générateur. Vous allez tout faire exploser. » Trop tard. Nancy a déjà tiré. Sous l'impact, les nuages bleus s'embrasent d'un feu pourpre. Une explosion d'énergie pure. Une onde de choc massive ravage tout sur son passage, fauchant Dustin en plein vol. Steve se précipite, mais Dustin est pétrifié. On a fait une erreur monumentale. Ce mur que tout le monde attribuait à Vecna n'est pas de lui. Dustin a découvert les recherches du docteur Martin dans l'église. C'est une barrière scientifique, faite de matière exotique, une source d'énergie colossale qui maintenait la cohésion entre les mondes. Pendant ce temps, Nancy et Jonathan gisent inconscients, balayés par la vague. Autour d'eux, tout se liquéfie, le décor les engloutit. Dustin hurle la vérité à Steve. Derrière ce mur, il n'y a ni Vecna, ni les enfants. Il n'y a que le néant. C'est un trou noir, un pont instable entre le temps et l'espace. Si ce passage s'effondre, tout sera pulvérisé. L'aspiration commence, terrifiante. La voiture, les débris, tout est aspiré vers le vide. Même Eleven, Callie et Hopper sont emportés. Mais Eleven déchaîne sa puissance pour les ancrer à la réalité. Elle voit une issue, un chemin vers notre monde. Elle puise dans ses dernières forces pour les propulser vers la sortie. Dans l'abîme, Max et Holly se terrent dans une grotte. Henry rôde à l'entrée. Il hurle des menaces. « Sortez, ou je torturerai vos amis. Pourquoi n'entre-t-il pas ?» Max a compris. Cet endroit est un souvenir trop atroce pour lui. Une blessure qu'il ne peut affronter. Elle le nargue, le défie de franchir le seuil. Henry recule, mais promet que son heure viendra.
Le 6 novembre, 3 jours se sont écoulés depuis le réveil de Will. L'angoisse est totale. Robin comprend enfin l'inexplicable. Si Max est dans le coma à l'hôpital, c'est parce que son âme est prisonnière là-bas, dans le monde à l'envers. Elle et Holly sont les seuls à connaître le véritable plan de Vecna. Will, de nouveau prisonnier des veines palpitantes de Vecna, refuse de trembler. Il nargue le monstre. Max et Holly t'ont échappé, mais Vecna sourit. Will est sa plus belle réussite. C'est Will qui, sans le savoir, a servi de architecte au tunnel reliant les mondes. Et maintenant, avec 12 enfants sous son contrôle, Vecna est devenu un dieu. Il va bâtir un nouveau monde sur les cendres de l'ancien. Et Will sera son espion, ses yeux infiltrés chez l'ennemi. Grâce au sacrifice d'Eleven, le trio revient enfin à la surface. Joyce supplie les 2 sœurs de sauver son fils. Mais dans les ténèbres du monde à l'envers, c'est l'agonie. Steve et Dustin cherchent désespérément Nancy et Jonathan. Les 2 amants reprennent connaissance dans un décor de cauchemar. Tout fond autour d'eux. La matière exotique les emprisonne, les fige dans une gangue mortelle. Steve veut tenter l'impossible. Il veut grimper, les arracher au désastre. Mais Dustin l'arrête, les larmes aux yeux. « Ne pars pas, j'ai déjà perdu trop d'amis. Je ne survivrai pas si tu meurs aussi. » Steve regarde l'échelle. Elle s'est volatilisée, liquéfiée par la chaleur surnaturelle. Dustin a sauvé Steve, mais le prix est atroce. Nancy et Jonathan hurlent, seuls, abandonnés dans une mer de matière fondue qui les dévore seconde après seconde. Personne ne peut plus les entendre. Personne ne peut plus les sauver. Nancy et Jonathan sont juchés sur une table. C'est la fin. Ils le sentent. Dans ce dernier souffle, ils se raccrochent à ce qu'ils ont de plus beau. Jonathan, la gorge nouée, demande Nancy en mariage. Nancy éclate en sanglots. Une demande magnifique, mais inutile, car la mort les encercle. Et puis, le miracle. La liquéfaction s'arrête, tout se fige, le monde s'arrête de fondre. Ils sont en vie, ils s'étreignent, sauvés de l'oubli. Dans le monde réel, Eleven déchaîne sa puissance pour retrouver Will. Mais plus elle s'approche, plus il semble glisser entre ses doigts, emporté par les courants de l'abîme. Elle revient à elle, épuisée. Hopper sait quoi faire. Il va construire un caisson de privation sensorielle pour décupler les signaux cérébraux d'Eleven. Joyce, elle, est effondrée. Elle s'en veut d'avoir douté de la force de son fils. Hopper la prend dans ses bras. Il va se réveiller, Joyce, et il sera la clé de tout. Eleven plonge dans le caisson. L'eau, le sel et le vide. Elle s'enfonce dans le piège de Vecna. Elle trouve Will, prisonnier des veines palpitantes. D'un geste net, elle tranche les attaches organiques. Will est libre. Pendant ce temps, Max et Holly errent toujours dans le labyrinthe des souvenirs. Le sol se dérobe sous les pieds de Holly. Max l'attrape au vol. Juste en dessous, un bunker. Elle s'y infiltre et tombe sur un scientifique terrifié, une arme à la main. Et là, l'horreur. Le jeune Henry apparaît. Le scientifique tire, mais Henry n'hésite pas. Il saisit une pierre et lui fracasse le crâne. Holly et Max veulent fuir, mais les issues sont scellées. C'est alors qu'une mélodie familière retentit, la chanson de Max. Dans le monde réel, Lucas est à son chevet et lance la musique. À l'hôpital, Max commence à bouger. Will, les yeux injectés de sang, se réveille en sursaut et embrasse Eleven. Son avertissement est un cri d'alarme. Vecna sait où est Max. Il arrive pour l'achever. Eleven sort du caisson, livide. Il faut protéger Max, à n'importe quel prix. L'hôpital sombre dans le chaos, les lumières vacillent. L'armée traque Robin pour une sombre histoire de médicaments volés. Karen, la mère de Mike, se réveille et voit les ampoules grésiller. Elle connaît ce signe. Les démogorgons surgissent. Les soldats tirent, mais leurs balles ne font qu'érafler la peau des monstres. Robin s'enfuit avec Vicky alors que les créatures progressent dans les couloirs. Leur cible, Max. Robin tente d'appeler Lucas, mais la musique couvre le téléphone. Elle utilise alors les haut-parleurs de l'hôpital. « Lucas, prends Max et fuis, ils arrivent !» Lucas n'attend pas. Il précipite le corps de Max dans l'ascenseur. Les portes se referment au moment où les griffes s'abattent. Il se cache dans un recoin secret avec Karen et l'amie de Robin. Celle-ci s'excuse. Elle croyait que Robin était folle, mais maintenant, elle voit l'horreur en face. Le piège est tendu. Karen a préparé une surprise. Une bouteille de gaz. Au moment où 3 démogorgons s'approchent, elle provoque une explosion massive. Les monstres sont pulvérisés. Dans le monde à l'envers, Max trouve enfin le portail. Elle dit adieu à Holly,
Tu ne peux pas venir, ton corps n'est pas là, mais sois courageuse. Promets-moi de ne pas abandonner. Elle s'étreigne et Max franchit le seuil. Elle se réveille enfin dans le monde réel. Lucas explose de joie. Elle voit ses amis, Eleven, tout le monde est là. Mais Max tremble. Henry va être furieux. Il va s'en prendre à Holly. On retrouve Holly. Elle reprend connaissance dans le véritable monde à l'envers, là où Vecna garde son corps. Elle arrache la tentacule de sa bouche et rampe hors du nid. Autour d'elle, la vision est apocalyptique. Des dizaines d'enfants sont branchés aux tentacules du monstre. Ce n'est plus un souvenir, c'est la réalité. La terreur l'envahit alors que l'ombre de Vecna descend vers elle. Au même moment, Nancy et Jonathan entendent un mur se briser dans leur refuge. Le cauchemar n'est pas fini, il ne fait que commencer. Le mur vole en éclats. Ce n'est pas un monstre, c'est Steve. Les 4 survivants se jettent dans les bras l'un de l'autre. Un instant de pur soulagement. Ils sont vivants. Mais loin de là, Holly court toujours. Elle voit une lueur sous le sol, un trou béant. Elle saute. Un cri déchire ses poumons. Dans les profondeurs, Nancy et ses compagnons se figent. Ils ont reconnu cette voix. C'est Holly. Elle est là. Pendant ce temps, Will sombre dans l'angoisse. Vecna lui a dit la vérité. Il est son espion. Sa mère, Joyce, arrive avec une lueur d'espoir. Max est réveillé. Mais Will ne sourit pas. Il pleure. Aujourd'hui est le jour du grand massacre. Tout ce qui sort de l'autre côté passe par moi, maman. Imagine ce qu'il fera avec 12 enfants. Joyce le prend par les épaules, sa voix est ferme. Il ne gagnera pas, Will, car il lui en manque un. Il n'a pas Holly. À l'hôpital, Max prévient tout le monde. Holly se cache dans sa propre maison, mais dans le monde à l'envers. Soudain, les militaires débarquent pour s'emparer de Max. Le groupe s'enfuit de justesse. Grâce à un nouveau traceur, il contacte Dustin dans l'abîme. Il a déjà fouillé la maison. Aucune trace de la petite. Eleven prend une décision radicale. Elle retourne là-bas. Elle s'infiltre dans la base militaire, pulvérise les caméras de sécurité et arrache les plaques de métal d'un simple geste de la main. Elle est inarrêtable. Dans les ténèbres, Dustin retrouve enfin le reste de l'équipe. Ils ont vu Holly tomber, mais une main invisible l'a arrachée au vide pour l'aspirer vers le haut. C'est Vecna. Il murmure à l'oreille de la fillette. Ne crains rien, tout sera bientôt fini. À la surface, le chaos s'installe. Le scientifique en chef, fou de rage après l'attaque des Démogorgons, tabasse un agent qui ose le questionner. Il ne veut qu'une chose, Eleven, à n'importe quel prix. Mais il est trop tard pour les secrets. Par la faille de la base, Steve, Dustin et les autres parviennent enfin à revenir dans notre monde. Will et Max se retrouvent dans une étreinte déchirante. « C'est toi qui nous as sauvés, Will », murmure Max. « Sans ton message, je serais morte. » Réunis dans la station radio, Dustin dévoile enfin le secret de l'Upside Down. Ce n'est pas un monde, c'est un pont, un tunnel instable entre notre réalité et le néant, l'abysse. Une brèche maintenue par la matière exotique. Il explique l'impensable. Eleven a envoyé Henry dans cet abysse il y a des années, et quand elle a voulu le ramener, elle a créé ce pont maudit. Henry est devenu Vecna, et maintenant, il veut fusionner les deux mondes, transformer notre Terre en un enfer d'obscurité totale. Et il veut le faire. Aujourd'hui, le groupe se prépare pour l'ultime bataille. Dans le silence de mort du monde à l'envers, Vecna finit de border Holly dans son lit. La proie est prête. Le compte à rebours final a commencé. Le trouble s'installe parmi les enfants. À cause du lavage de cerveau d'Henry, ils refusent de croire Holly. Pour eux, Max est le monstre et Henry est leur sauveur. Pendant ce temps, l'armée ne lâche rien. Ils traquent Eleven sans relâche, persuadés qu'elle est l'unique responsable de l'ouverture des portes de l'enfer. Dans la station radio, l'ambiance est électrique. On prépare l'ultime assaut contre Vecna. Hopper veut intervenir en hélicoptère pour sauver les petits, mais c'est suicidaire. Steve propose alors une idée de génie, une idée terrifiante. Henry veut fusionner les mondes, laissons-le faire. Dès que l'abysse sera assez proche de la tour radio, Eleven pourra l'atteindre. À cet instant précis, elle déchaînera sa puissance pour briser Vecna. Le processus s'arrêtera, le monde sombre sera détruit et les enfants seront évacués. Mais Eleven doute. Combattre Vecna sur son propre terrain, dans son esprit, c'est une mission presque impossible. Steve insiste. Elle doit se ressourcer, car le choc sera brutal. Nancy rappelle qu'ils ont déjà le caisson de privation sensorielle au laboratoire Dawkins.
c'est là qu'ils iront. Max propose son aide. Elle connaît chaque recoin du cerveau de Vecna. Elle y est restée prisonnière pendant 3 ans. Callie, elle, ne veut qu'une chose, tuer son frère de ses propres mains. Dustin, de son côté, prépare un coup d'éclat. Dès que les enfants seront sortis, il déclenchera une bombe près de la matière exotique. Une explosion massive pour vaporiser l'abysse et toutes les créatures qui s'y trouvent. Dans l'esprit d'Henry, Holly essaie désespérément de convaincre ses camarades. Henry est un monstre, mais personne ne l'écoute. Elle se tourne vers Derek. Lui, il sait, mais Derek reste muet. Henry a menacé de massacrer ses parents s'il ouvrait la bouche. Callie et Eleven se retrouvent enfin seuls avant le grand saut dans le néant. Callie est hantée par une vision funeste. Elle explique à Eleven que ses rêves de foyer avec Mike ne sont qu'une illusion. Les laboratoires ne s'arrêteront jamais. Si un centre s'effondre, un autre renaîtra. Ils continueront de les traquer, de vider leur sang, de créer de nouveaux enfants modifiés. Pour Callie, il n'y a qu'une issue pour briser ce cycle éternel. Elles doivent mourir. Elles resteront près de la matière exotique au moment de l'explosion. La fin de l'abysse sera aussi la leur. L'heure de la mission a sonné. Mais Will est pétrifié. Joyce tente de le rassurer, mais Will s'effondre en larmes. Vecna lui a montré son futur. Un futur où il est seul. Désespérément seul. Mike arrive pour annoncer que le camion est prêt, mais Will a besoin de parler à tout le monde. Dans un élan de courage déchirant, il révèle son secret. Il n'est pas comme les autres garçons. Il n'est pas intéressé par les filles. Vecna a utilisé son sentiment d'isolement pour le briser, lui montrant que ses amis et sa famille finiraient par l'abandonner. Mais ses amis l'entourent, lui promettant de ne jamais le lâcher. Will se sent enfin plus fort que Vecna. La peur s'est évaporée. Le raid commence. Il force l'entrée de la base militaire, élimine les gardes et ouvre la porte du monde à l'envers. Le docteur observe la scène, stupéfait. Dans l'esprit d'Henry, le rituel commence. Il a lié tous les enfants par les mains. Il veut aspirer leur puissance pour achever sa mission. Il les domine, les écrase sous sa volonté. De retour à la station radio, le groupe remarque que le ciel ne s'est pas encore totalement obscurci. Vecna travaille toujours. Eleven s'installe dans le caisson de privation. « Ne me sortez pas trop tôt », souffle-t-elle à Hopper. « Je dois tout finir. » Dans le monde réel, un phénomène étrange se produit. Max, bien que dans le coma, se lève soudainement de son fauteuil roulant. L'infirmière hurle de terreur. Max est en transe. Son esprit est déjà dans le vide pour guider Eleven et Callie. L'abysse commence à descendre. Le ciel gronde. Le temps presse. Murray hurle les ordres à la radio. Eleven, Callie et Max sont maintenant dans l'esprit de Vecna. Elle le traque à travers ses souvenirs d'enfance. Mais le monstre reste insaisissable. Soudain, un choc colossal ébranle tout Hawkins. La porte du vide percute la tour radio. La structure vacille, sur le point de s'effondrer. Steve manque de basculer dans le vide, sauvé in extremis par Jonathan. Dans le sanctuaire mental de Vecna, Eleven trouve enfin Henry. Il a totalement pris possession des enfants. Eleven déchaîne ses pouvoirs, projette Henry au loin et brise le lien organique. Instantanément, la chute du monde noir s'arrête, Hawkins est sauvé, pour l'instant. Max étreint Holly et promet aux enfants de les sortir de là. Mais pour eux, elle reste l'ennemi. Ils reculent, terrifiés. « Tu es un monstre. » Max ne flanche pas. Elle va leur prouver le contraire. Pendant ce temps, le reste de l'équipe bascule à son tour dans les profondeurs de l'abysse, dans l'obscurité totale. Henry revient à sa table, furieux. Les enfants ont disparu. Il s'acharne sur l'esprit d'Eleven. Son nez saigne. « Où sont-ils » hurle-t-il. Il ne sait pas que Callie les protège par une illusion. Dans un accès de rage, Henry transforme sa main. La griffe de Vecna apparaît. Les enfants voient enfin le monstre derrière l'homme. Max hurle « Fuyez ! Il veut nous détruire !» Henry comprend que les deux sœurs sont là pour l'abattre. Il doit agir vite. Il retourne à sa demeure. Mais les enfants ont encore filé. Pendant ce temps, Steve et son équipe découvrent le manoir de Vecna au cœur de l'abysse. Derek se sacrifie pour laisser les petits s'échapper alors qu'Henry surgit dans son dos. Au laboratoire, l'enfer se déchaîne. Vecna manipule l'esprit de Hopper, le replongeant dans le deuil de sa fille. Hopper, égaré par les visions, ouvre le feu. Mais il tire sur le caisson d'Eleven. Le réservoir explose. Une balle frappe la jeune fille. La connexion est rompue. Max,
Callie et Eleven s'évaporent de l'esprit du monstre. Hopper sort Eleven des débris. Elle est vivante. C'était un piège psychologique pour les briser. Mais la tension monte. Hopper comprend le plan d'Eleven. Elle veut se sacrifier. Callie braque son arme sur lui, mais Hopper ne flanche pas. On va se battre pour tes lendemains, Eleven, pas pour ta mort. Callie baisse son arme, touchée par ces mots. L'armée intervient alors avec leur machine infernale. Eleven et Callie hurlent de douleur, leur pouvoir siphonné. Hopper sauve Eleven, puis retourne chercher Callie sous un déluge de balles. Les soldats le submergent. Eleven, ivre de rage, pulvérise leur hélicoptère d'un seul cri. Elle retrouve Callie, mourante. La balle d'un soldat l'a condamnée. « C'est mieux comme ça », murmure Callie dans un dernier souffle avant de sombrer. Henry, ayant vaincu sa propre peur, entre enfin dans la grotte des enfants. Holly l'attaque par derrière. Henry est brusquement assailli par une vision de son enfance. Une terreur ancienne que nous avons déjà croisée. Will, infiltré dans son esprit, le sent. Le monstre vacille. Henry a peur. Le moment est venu. Eleven se prépare pour le saut final dans l'abysse. Hopper la regarde, le cœur en miettes. Elle lui rend son bracelet, celui de Sarah. « Je ne suis pas ta fille, mais je sais que tu m'as aimé plus que tout. » Un adieu déchirant avant de s'enfoncer dans le noir. Dernière vision, un flashback sanglant. Henry, jeune, tue le scientifique. Dans la valise, le Mind Flayer. Une voix d'un autre monde lui ordonne « Trouve-moi ». Henry est pris de convulsions. Le scientifique, agonisant, lui donne un dernier conseil. « Retourne d'où tu viens et bats-toi. Bats-toi pour toi-même. » Le pacte avec les ténèbres était scellé. L'horreur ne fait que commencer. Construis ta propre existence, ou elle te dévorera. Dans les tréfonds de sa mémoire, nous voyons le jeune Henry. Il cherche désespérément le pouvoir du Mind Flayer. Mais dans sa quête, l'irréparable arrive. Il tue accidentellement le scientifique et lui arrache les yeux. Terrifié, il prend la fuite. Will, témoin de cette scène à travers l'esprit du monstre, ne peut s'empêcher de pleurer. Il réalise la vérité. Henry n'était qu'un enfant, lui aussi piégé par le Mind Flayer. Will tente de le raisonner. Le passé est le passé. Tu peux encore réparer tes erreurs, mais il est trop tard. Henry n'existe plus. Il est devenu Vecna, un monstre sans une once d'humanité. Pour lui, le monde est un endroit cruel, égoïste et sombre, et il veut l'anéantir pour mettre fin à cette noirceur. Ses paroles réveillent alors une force ancienne. Le repère de Vecna n'était pas une maison, c'était le Mind Flayer lui-même, le monstre ultime. L'abysse se déchaîne. Les amis fuient pour leur vie, mais une tentacule géante capture Dustin. Eleven surgit alors, repousse ses amis, et fonce vers le Mind Flayer. Elle découvre que Vecna contrôle la bête et parvient à le mettre à terre. Le plan final se met en place. Nancy attire le monstre sur une colline sous un déluge de balles. Le groupe l'arrose de feu. Affaibli, Vecna s'écroule. Eleven saisit sa chance et l'attaque violemment. Elle le tue. Pendant ce temps, les autres détruisent tous les œufs du Mind Flayer. Les enfants sont enfin sauvés des griffes du mal. Nancy retrouve sa sœur, saine et sauve. Mais le cauchemar n'est pas tout à fait fini. Joyce s'approche et voit que Vecna respire encore. Il agonise. Enragée par toutes les souffrances infligées à ses enfants, elle saisit une hache. D'un geste brutal, elle tranche le cou de Vecna. Sa tête roule au sol. C'est terminé. Dustin annonce la nouvelle à Murray. Vecna et le Mind Flayer sont morts. Hopper place les dernières charges explosives près de la source d'énergie. L'abysse doit être vaporisé. Alors que tout le monde court vers la sortie, l'armée attend déjà pour capturer Eleven. Mais elle ne les laissera pas faire. Elle disparaît. On la retrouve une dernière fois dans le vide, face à Mike. Elle s'excuse. Elle a pris sa décision. « Il n'est pas juste que je reste en vie », lui murmure-t-elle. Un dernier baiser, une dernière étreinte, et l'esprit se brise. Une explosion colossale déchire le monde à l'envers. Eleven disparaît dans les flammes. Le portail se referme pour toujours. 18 mois plus tard, Hawkins est redevenu une ville paisible. Les bâtiments sont reconstruits. Robin anime toujours son émission, heureuse de voir les habitants vivre une vie normale. C'est le jour de la remise des diplômes, un moment d'émotion pure. Mais Mike n'est pas là. Hopper le retrouve devant le mémorial d'Eleven. Hopper tente de le consoler. C'était sa volonté. Il faut avancer pour ceux qui sont encore là. Tout le monde semble avoir tourné la page, mais pas Mike. Il écrit un livre sur elle. Il a une théorie. Il refuse de croire qu'elle est morte.
Selon lui, Kali aurait créé une illusion au moment de l'explosion pour tromper l'armée. Dans son cœur, Mike le sait. Eleven est vivante, quelque part dans un endroit magnifique, entouré de cascades. Elle vit enfin en paix. Et désormais, tout le monde veut y croire. Parce qu'à Hawkins, on a appris une leçon brutale. Dans l'obscurité, l'espoir est parfois la seule chose qui nous empêche de sombrer totalement.